Monsieur le Président du Sénat, Mesdames les ministres, Monsieur le Président de la Commission des lois, Monsieur le rapporteur, Madame la rapporteure pour avis, mes chers collègues, c'est avec beaucoup de fierté et d'honneur que je prends la parole aujourd'hui au sein de cet hémicycle pour apporter mon soutien à un projet de loi dont la portée vient écrire un nouveau chapitre de l'égalité des citoyens en France. Ce texte est l'aboutissement d'un long processus de lutte contre les discriminations qui marquera l'histoire du droit de la famille. Il constitue à ce titre une avancée sociale majeure pour notre pays, similaire à celle que nous avons connue pour le PACS ou l'IVG. Avant d'aborder le fond de ce texte, je souhaite dans un premier temps remercier l'ensemble des sénateurs ayant participé ces derniers mois à la préparation de son examen au Sénat. Je tiens à saluer plus particulièrement le rapporteur, Jean-Pierre Michel, pour la qualité et le sérieux de son travail. Je crois que nous pouvons nous féliciter du climat serein jusque-là dans lequel nos travaux se sont déroulés, dans le respect des opinions de chacun et toujours dans un souci de pluralité, comme peut le démontrer la diversité de la cinquantaine d'auditions que nous avons menées. Nous avons ici su éviter certains débordements ou propos regrettables, comme ceux entendus à l'Assemblée nationale et parfois encore repris lors de manifestations diverses. À ce sujet, je ne peux pas passer sous silence les menaces, les insultes dont certains de nos collègues sont victimes parce qu'ils soutiendraient ce texte. Je veux, au nom du groupe socialiste, dénoncer ici ces méthodes d'intimidation parfaitement inacceptables et assurer nos collègues de notre indignation en saluant leur courage au nom de la liberté d'expression et du respect des opinions. Mes chers collègues, j'espère que l'attitude responsable jusque-là des sénateurs se maintiendra tout au long de nos débats dans les jours à venir. Je crois en effet que c'est tout à l'honneur du Sénat de se montrer digne de l'enjeu du débat qui nous occupe aujourd'hui, ne serait-ce que par respect pour les milliers de Français concernés. Le projet de loi ouvrant le mariage aux couples de même sexe poursuit un but simple mais ô combien fondamental. Il s'agit de reconnaître des droits essentiels à des milliers de Français qui, du fait de leur orientation sexuelle, s'en voient encore aujourd'hui privés. Cette volonté exprimée par le Président de la République dès le début de sa campagne en janvier 2011 n'est pas le fruit d'un hasard. Elle ne résulte pas d'une volonté soudaine, d'un engagement irréfléchi ou électoraliste comme certains voudraient le laisser penser. Non, cette volonté s'inscrit dans la continuité. Elle vient prolonger une évolution naturelle de l'institution du mariage vers toujours plus d'égalité entre les couples. Car si cette institution semble traverser le temps, il n'en reste pas moins que son visage s'est transformé. En effet, depuis des décennies en France, le mariage fait l'objet de réformes. Si nous regardons son histoire, et particulièrement depuis la deuxième moitié du XXe siècle, le législateur s'est toujours attaché à ce qu'il soit en phase avec son temps et les attentes de la société. C'est ainsi que le législateur a toujours reconnu davantage de droits et de libertés individuelles, et ce, dans un souci constant d'égalité entre les citoyens. Je pense que nous pouvons en être fiers. Cependant, force est de constater que toutes ces grandes évolutions sociétales, particulièrement quand il est question du droit de la famille, se sont heurtées à des oppositions. Du PACS à l'IVG, en passant par le droit des femmes et celui des enfants, les grands progrès en termes de liberté et d'égalité sociale se sont toujours faits dans une certaine douleur. Et nous n'échappons pas aujourd'hui à la règle. En leur temps, ces réformes ont été très fortement décriées. Pourtant, elles ont pris toute leur place dans notre société et peu se risqueraient à vouloir les remettre en cause aujourd'hui. Comme nous le savons, le temps est souvent l'allié des grandes réformes de société. C'est pourquoi, à titre personnel, je ne suis pas inquiète des réticences et des craintes exprimées aujourd'hui par certains, car dans quelques années, le mariage homosexuel sera une évidence. Et personne, j'en suis intimement convaincue, ne reviendra sur cette avancée sociale. J'en veux pour preuve l'exemple du PACS, et ça a déjà été dit. Il a fallu près de 10 ans pour le faire voter. Critiqué et même honni lors de son examen au Parlement, il n'a pourtant, depuis son adoption, jamais été remis en cause. Certains de ses détracteurs d'antan sont même aujourd'hui devenus des soutiens inconditionnels, au point même de demander la création d'un PACS bis
ou d'un mariage bis avec l'union civile. Je me suis replongée dans les débats parlementaires ayant entouré l'adoption du PACS. Et qu'ai-je vu? Les mêmes arguments, les mêmes craintes, le même conservatisme d'une partie de la société, identiques à ceux que nous affrontons aujourd'hui. Nous pouvions alors entendre que le PACS serait une atteinte aux droits de l'enfant, qu'il fragiliserait la famille et l'institution du mariage. Certains allaient jusqu'à dire que le PACS bouleverserait jusqu'aux fondamentaux même de notre droit et de notre société, et ce, sous les applaudissements de leurs collègues d'alors. 10 ans après, qu'en est-il de ces craintes? Rien, si ce n'est une chose désormais établie et reconnue par tous, le PACS est un réel succès. Toujours en relisant ces débats, j'ai retrouvé les mêmes arguments concernant le manque de légitimité du Parlement à conduire une telle réforme. Ainsi, le gouvernement aurait privé le peuple d'un débat, lui retirant son pouvoir d'expression. Nous serions devant un déni de démocratie intolérable. Ces propos, nous les entendons encore aujourd'hui. Pourtant, les Français ont donné mandat à François Hollande pour présider notre pays durant les 5 années à venir. Ils ont donc majoritairement donné leur accord pour que son programme soit appliqué. Programme dans lequel figurait le mariage pour les couples de même sexe. Cela n'a donc jamais été un secret pour personne. À ceux qui demandent l'organisation d'un référendum, ce qui est totalement impossible au regard de l'article 11 de la Constitution, je répondrai que le référendum a déjà eu lieu. C'était le 6 mai dernier. Ce texte ne souffre donc en rien d'une quelconque illégitimité. Le gouvernement n'a aucunement privé la société d'un débat. Je tiens à rappeler aussi que le projet de loi a été présenté en Conseil des ministres dès le 7 novembre dernier, soit il y a près de 5 mois. Puis au Sénat, comme à l'Assemblée nationale, les rapporteurs ont mené des dizaines d'heures d'audition en donnant la parole à des représentants de la société civile de toutes les sensibilités confondues. Il est donc parfaitement infondé de considérer que le gouvernement a agi en catimini ou dans la précipitation. J'en viens maintenant au fond de cette réforme. Le projet de loi ouvrant le mariage aux couples de même sexe est avant tout un texte d'égalité et de progrès social qui vient apporter une réponse juridique à une réalité sociale établie. Depuis une 50aine d'années, le visage de la famille française a profondément changé. Aujourd'hui, des milliers d'hommes et de femmes vivent en couple, paient des impôts, élèvent des enfants, sont parfaitement intégrés dans notre société, sans pour autant être mariés, pacsés, hétérosexuels ou fervents pratiquants d'un culte. Cette réalité est incontestable. Pourtant, nous avons le sentiment que certains refusent de la voir et parfois même en viennent à la nier. La famille d'aujourd'hui, ce n'est pas une maman, un papa, un mariage et 2 enfants. Cette conception idéalisée du couple est totalement dépassée et ne correspond à rien à ce qu'est actuellement la réalité sociologique des familles. Est-il nécessaire de rappeler que le nombre de familles monoparentales et recomposées ne cesse d'augmenter, que le nombre de divorces a explosé, que le nombre de PACS est en hausse constante depuis 10 ans et représente aujourd'hui près d'1 union sur 2, ou que plus de la moitié des enfants naissent hors mariage? Il n'y a pas de famille standard, ne vous en déplaise, qui viendrait incarner à elle seule ce que devrait être notre société. Aussi, je comprends que beaucoup de familles se soient senties blessées ou offensées par les propos qui ont été tenus ces derniers mois sur ce que devrait être la famille. La société a changé et changera encore. Elle est en perpétuelle évolution, c'est dans sa nature. La famille n'est pas une institution figée. Il ne peut y avoir de loi immuable qui la régisse. Non. Nous devons vivre avec notre temps, accompagner les mutations sociales et sociétales, et ce en respectant toujours les principes fondamentaux qui ont fait notre pacte républicain, la liberté, l'égalité, la laïcité, le respect de la dignité des personnes. C'est cette impérieuse nécessité qui amène le gouvernement aujourd'hui à proposer à la représentation nationale l'ouverture du mariage aux couples de même sexe. Ces couples aspirent depuis de nombreuses années à pouvoir se marier. Leur reconnaître aujourd'hui cette possibilité
tant sur le plan institutionnel que juridique, est une étape supplémentaire vers l'acceptation sociale de l'homosexualité et constitue par là même une avancée majeure dans la lutte contre les discriminations. En effet, si le regard de la société a commencé à changer sur l'homosexualité, le chemin à parcourir reste malheureusement encore long. Il n'est pas si loin le temps où l'homosexualité était considérée comme une maladie, une pathologie psychiatrique ou une déviance. Cette réalité, nous devons toujours la garder à l'esprit, mes collègues. Il est de notre devoir, en tant que législateurs et représentants du peuple, d'offrir à tous les Français les mêmes droits, mais aussi les mêmes devoirs, quelle que soit leur orientation sexuelle et dans le respect des principes fondamentaux qui régissent notre société. Regardons nos voisins européens. 7 d'entre eux ont déjà franchi le pas en accordant le mariage aux couples homosexuels. Les Pays-Bas dès 2001, la Belgique en 2003, l'Espagne en 2005, la Suède en 2009, le Portugal en 2010, le Danemark en 2012 et la Grande-Bretagne depuis cette année. Ils sont autant à avoir reconnu sous des formes diverses l'adoption par des couples de même sexe, dont l'Allemagne. Ces sociétés s'en portent-elles plus mal? La famille belge ou danoise a-t-elle volé en éclats? Les enfants portugais ou suédois sont-ils plus malheureux qu'avant? Bien sûr que non. Le projet de loi que nous examinons aujourd'hui n'enlève rien à personne, mes chers collègues. Il ne s'agit pas de remplacer un modèle par un autre. Ce texte ne remet en rien en cause de l'institution du mariage pour les couples hétérosexuels. Il ne s'agit pas non plus d'ouvrir le mariage à tous, comme nous sommes parfois amenés à le dire par excès de langage. Les règles de fond et de forme actuelles qui le régissent sont maintenues. Conditions d'âge, de consentement, d'empêchement quant au lien de parenté. Non, il s'agit ici de donner une sécurité juridique à travers des droits, mais aussi des devoirs, à tous les couples, sans distinction de sexe ou d'orientation sexuelle. Je voudrais aussi rappeler que le mariage n'est pas un acte religieux en France. C'est un acte d'état civil qui vise, par un ensemble de règles juridiques, à faciliter et à régler les éventuels problèmes liés à la vie de couple. Je parle autant ici du droit à la succession que de la filiation ou du divorce. À ceux qui disent que la finalité du mariage réside dans la procréation, j'aimerais savoir comment ils considèrent les couples stériles, les couples de personnes âgées ou ceux qui ne désirent pas avoir d'enfants. Faut-il leur interdire également l'accès au mariage? À ceux qui disent qu'un enfant doit absolument avoir un papa ou une maman, j'aimerais savoir comment ils jugent les mères, dont je suis, ou les pères qui élèvent seuls leurs enfants. Nous voyons bien là toutes les limites d'un raisonnement dogmatique d'un autre temps. Comment pouvons-nous aujourd'hui priver des milliers de nos concitoyens et des milliers d'enfants par la même occasion de la sécurité juridique offerte par le mariage? Car il faut cesser l'hypocrisie en la matière. Aujourd'hui, 200 000 personnes se déclarent en couple de même sexe et 20 000 à 40 000 enfants, voire 250 000 selon certaines associations, sont élevés par un couple homosexuel. L'État ne peut donc pas décemment rester aveugle et muet devant une telle situation. Il est inconcevable de priver ces personnes de la reconnaissance légale que leur procurerait le mariage. Ces familles ont droit à la protection de la loi. Il en va de l'intérêt des mariés, avec tous les droits que procure le mariage, mais aussi de l'intérêt des enfants. Il est par exemple impensable de laisser l'un des parents sans aucun lien juridique avec l'enfant qu'il élève. C'est pourquoi il faut autoriser l'adoption de l'enfant du conjoint. Or, seul le mariage rend cette procédure possible. Par ailleurs, établir la filiation de l'enfant vis-à-vis de ceux qui l'élèvent permettra de le protéger face aux aléas de la vie et lui ouvrira des droits, notamment en matière successorale. Ce projet de loi est donc bien, malgré ce qui peut être dit, une réforme dans l'intérêt de l'enfant. À ce propos, je rappelle avec force qu'aucune étude sérieuse, je dis bien aucune étude, n'a démontré qu'élever un enfant dans le cadre d'une famille homoparentale comportait des risques particuliers pour lui, que ce soit d'un point de vue psychique ou social. C'est bien plus le regard des autres qui pose problème à ces enfants que l'homosexualité de leurs parents. Lors de nos auditions, la présidente de l'Association française des magistrats de la jeunesse et de la famille a confirmé que les juges pour enfants ne faisaient pas état de signalements particuliers portant sur ces enfants. Et la raison en est simple. L'éducation donnée à un enfant
n'est liée ni au sexe de ses parents, ni à leur orientation sexuelle. C'est avant tout une question d'individu. Il y aura autant de bons ou de mauvais parents chez les homosexuels que chez les hétérosexuels. Je pense que notre histoire a largement démontré qu'être élevé dans une famille hétérosexuelle n'était pas un gage de stabilité psychique ou d'environnement social serein. En ce sens, il semble difficilement concevable de priver un couple homosexuel marié d'un droit à l'adoption, alors même que celui-ci existe pour les couples hétérosexuels et les célibataires. Mais il ne s'agit pas non plus, à travers cette loi, de laisser croire que les couples homosexuels pourront adopter systématiquement et facilement. Ils devront remplir les mêmes critères que les couples hétérosexuels. Et il faut savoir que 27 000 couples en France sont déjà dans l'attente d'une adoption. Finalement, et même si cela a été répété à maintes reprises, ce texte n'ouvre en aucune façon le droit à la PMA de complaisance ou à la GPA. Pour la PMA, le Comité national d'éthique rendra avant la fin de l'année un avis qui sera pris en compte par le gouvernement. Pour la GPA, l'article 16-1 du Code civil qui pose le principe de l'indisponibilité du corps humain demeure. Le président de la République et Madame la garde des Sceaux ici présente ont rappelé à plusieurs reprises qu'ils n'avaient aucunement l'intention de revenir sur ce principe fondamental. En somme, le périmètre du projet de loi que nous examinons se limite exclusivement et doit se limiter au mariage et à l'adoption conjointe aux couples de personnes de même sexe. Avant de conclure mon propos, il faut conclure là immédiatement. En conclusion, mes chers collègues, vous l'aurez compris, le groupe socialiste du Sénat apporte son soutien plein et inconditionnel au projet de loi du gouvernement qui vient s'inscrire dans l'histoire des grandes avancées sociales de notre pays. Et je me permettrai de conclure mes propos par une citation de Montesquieu qui disait « Une chose n'est pas juste parce qu'elle est loi, mais elle doit être loi parce qu'elle est juste ».